Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Université Panthéon-Assas pour cette conférence sur le thème de l'intention saisie par le droit. Première conférence de l'année qui sera suivie le 13 avril par une deuxième édition de la conférence sur Hannah Arendt. Hannah Arendt, portrait d'une femme libre et engagée, organisée par Johan Saïd. Puis le 7 mai se tiendra une conférence qui aura pour thème la loi du contrepart dans l'enfer de Dante Alighieri, nell'inferno di Dante. Et ensuite, le 24 mai, notre conférence dans le cadre de la Journée nationale d'accès au droit, qui se tiendra à la Maison de la Justice et du Droit de Villemoisson-sur-Orge. Enfin, nous clôturerons ce premier semestre de conférence le 11 juin avec la deuxième édition, encore une fois, de la conférence Paris Event en Isaiah Berlin, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, non? Je me suis trompé, je crois. Le 7 mai, non, qui aura lieu donc en fait le 11 juin. C'est ça, hein, et pas le 7 mai hein, 11 juin. Toujours organisé par Johan. Mais venons-en sans plus tarder à ce qui nous occupe aujourd'hui. Conférence qui s'inscrit dans le cycle Théorie du droit. Alors pourquoi c'est intitulé l'intention saisie par le droit? Tout d'abord parce que l'intention constitue une notion centrale de la juridicité, au sens où l'indiquait notamment Étienne Leroy, une notion centrale tant en matière civile, pénale qu'administrative, ainsi que nous allons le voir. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un élément qui tend à caractériser la volonté et qui dès lors ressort essentiellement du psychologique. En effet, l'intention marque une direction de l'intelligence et surtout de la volonté vers une fin. C'est à la fois le terme où l'on tend et l'effort. Il s'agit d'une disposition d'esprit, d'un mouvement intérieur par lequel une personne se propose plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation, d'ailleurs, qui peut être incertaine, ou des conditions qui peuvent ne pas être précisées. Dès lors, comment juger d'une disposition d'esprit, d'un mouvement intérieur marqué plus ou moins par la conscience? Ces questions sont de nature à faire naître une interrogation simple. Saisir l'intention serait-il finalement un acte de volonté qui ressortirait de la stricte compétence de spécialiste et par nature exclusive de toute appréhension par le juge? En d'autres termes, l'incomplétude normative qui caractérise une fois de plus l'inscription de cette notion fondamentale au droit positif n'a-t-elle pas pour effet d'abandonner à la volonté du juge sa traduction effective en l'obligeant ainsi à jouer les apprentis sorciers? Les intervenants que vous allez entendre vont donner leur point de vue sur ce sujet. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Asma Berlichi, docteure en psychologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute, dont l'intervention va porter sur les aspects et le mécanisme psychologique de l'intention. Encore merci d'avoir accepté notre invitation, 1000 fois merci. Et je vous laisse donc la parole pour nous exposer le thème de votre intervention. Je vous remercie. Je réitère mes remerciements pour cette invitation. Donc, mon intervention, c'est pour justement questionner cette question de l'intention en psychologie, en passant de la psychanalyse, allant jusqu'à la psychologie du comportement, en essayant d'interroger aussi d'autres disciplines de la psychologie qui me sont très peu connues, comme les neurosciences ou encore la psychosociale. Donc l'expression qui date du XVIIe siècle et qu'on connaît tous, c'est l'intention qui compte, n'en devient que plus vraie lorsqu'elle engage la responsabilité du sujet, qui sera jugé en fonction de ses intentions. Lorsqu'on dit c'est intentionnel, est-ce que c'est volontaire? En tout cas, c'est intentionnel, c'est que c'est soumis à une intention. Donc, il y a un acte, un comportement, une conduite sous-jacente à cette intention pour atteindre un but, plutôt qu'à une volonté, puisqu'il s'agit
une intention, il s'agit d'un contenu de la pensée. De ce fait, on doit la notion d'intentionnalité à la philosophie et notamment à la phénoménologie de Franz Brentano, donc c'est ce philosophe autrichien qui a justement introduit ce concept en l'associant, en le définissant comme une représentation, comme un contenu psychique. Donc, pourquoi je parle de Franz Brentano? Parce que Franz Brentano avait deux élèves, donc Husserl, et on sait que l'intentionnalité était un thème central dans la phénoménologie husserlienne, puisqu'il considérait que l'intention était une marque, une particularité, un produit du psychisme. Un autre élève de Brentano s'est intéressé à ce sujet, et c'est Freud, le père fondateur de la psychanalyse. Donc pour Freud, pour Sigmund Freud, l'individu ne peut accéder aux véritables raisons de ses actions, de ses conduites, de ses comportements. Pourquoi? Parce que il s'agit là de la théorie freudienne du moi, sur moi et du ça. Le ça est totalement inaccessible à la conscience. Donc les conduites du sujet, de l'être humain, vont être soumises à son inconscient. Donc, pour la psychanalyse, le comportement est le jouet de force dépassant la conscience du sujet. À savoir aussi, en psychanalyse, pour Freud, que les pulsions sont au centre du comportement humain, puisque c'est au centre de la pulsion qu'on va retrouver l'origine psychologique du comportement. On se questionne, là je parle beaucoup de comportement, pourquoi je ne parle pas d'intention, mais j'y viens. Donc d'un point de vue économique freudien, c'est la topique freudienne, tout travail psychique requiert une énergie psychique. Celle-ci explique justement l'émergence de la pensée. Et cette énergie, elle ne sera perceptible, selon Freud encore, que dans les actes, les paroles produites par le sujet. Donc je vous invite vers un ouvrage de Freud qui est La psychopathologie de la vie quotidienne, donc on retrouve en édition de poche. Et Freud va, dans cet ouvrage-là, nous parler de l'importance justement de la prise en compte de l'inconscient, ou plutôt des produits de l'inconscient qu'on va retrouver justement dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il a intitulé cet ouvrage « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Donc son hypothèse première, c'est qu'il s'agit que l'être humain est régi par une volonté inconsciente, qu'il va par la suite rapprocher un autre concept fondamental de la psychanalyse qui est le déterminisme. Pourquoi? Parce que Freud parle du postulat premier, qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard, et que la volonté, ou plutôt la notion de volonté bien sûr inconsciente pour Freud, doit prédominer toute hypothèse, toute interprétation. Alors l'exemple type qu'on connaît tous, c'est le refoulement. Donc pour Freud, le refoulement est déterminé par une intention, de la même manière qu'un acte manqué, qu'un lapsus, etc. Donc pour Freud, il faut justement interroger et s'interroger sur les motivations inconscientes, donc sur ses intentions inconscientes. Donc il en ressort que ces produits de l'inconscient, refoulement, lapsus, acte manqué, etc., seraient justement des résultants de l'intention de l'inconscient. Donc très tôt,
Freud va nous montrer que l'inconscient est à l'œuvre chez tout un chacun. Et pas seulement dans les pathologies, pas seulement chez les névrosés, mais chez tout sujet. Alors le rêve, Freud a dit que le rêve est la voie royale et l'accès royal à l'inconscient. On ne va pas s'y intéresser puisque le rêve est le produit de la nuit. Donc, revenons surtout sur toutes ces productions inconscientes qui sont les actes manqués, les refoulements, le refoulement qui est un mécanisme de défense avant tout. Donc, tous les lapsus aussi, toutes ces productions psychiques troublantes vont avoir des origines inconscientes, elles nous échappent, elles sont à notre insu. Et ces phénomènes, que Freud appelle phénomènes psychiques, vont se manifester par une intention inconsciente ou l'intention de l'inconscient. Excusez-moi, je me répète, mais c'est juste pour insister justement sur la question du sens que Freud a voulu donner à ces phénomènes psychiques en les associant, en leur donnant une explication avec sa théorie de l'inconscient. À cet inconscient, Freud associe une intention. Alors, il faut savoir qu'aussi qu'en psychanalyse, l'intention, bien sûr, qui est une production, un phénomène psychique. N'oublions pas que Freud s'était intéressé aussi à la phénoménologie, à la psychophénoménologie, avec Binswanger. L'intention est liée à cette réalité psychique qui nous échappe, au subjectif, à l'intrasubjectif du sujet, bien sûr, sa vie intrasubjective, et surtout aux affects. Alors, on a parlé beaucoup de comportement, donc l'intention est associée et liée au comportement, mais elle est aussi liée à l'acte, à l'action. Donc, bien sûr, un acte ou une action, n'est pas observable empiriquement. Je m'explique, puisque le mouvement, le geste, ne sont tenus pour acte, pour action, que si on leur suppose une intention. C'est-à-dire que l'intention précède tout acte, toute action, tout comportement, toute conduite. Donc, l'intention ne peut pas être caractérisée, définie, sans... déjà, est-ce qu'elle peut être définie? C'est la question qu'on peut se poser également. Sans le recours à une interprétation, à un contexte et un ensemble d'hypothèses inhérentes justement à ce contexte, au sujet et à ce que je disais tout à l'heure, à savoir la vie psychique du sujet, sa réalité intrapsychique, ses affects, son vécu, son histoire, etc. Donc, l'exécution d'une intention, c'est ce qui nous intéresse après tout, c'est une sorte de franchissement réel, et dans le réel, de pensée, de représentation psychique. Donc c'est un contenu de la pensée. Une intention, c'est un contenu de la pensée. C'est une pensée, c'est une forme de pensée, c'est de la représentation. Alors, dans certaines situations, justement, ces franchissements, ces intentions qui se réalisent vont dépendre d'une levée de l'inhibition, d'une levée de mécanismes mis en place pour les maintenir à distance, pour les contenir, parce que toute intention n'est pas bonne à entendre, n'est pas bonne à envisager, n'est pas bonne à réaliser. Alors par exemple, sous l'effet de l'alcool ou d'autres drogues ou d'autres produits stupéfiants, il va y avoir une inhibition qui va permettre le franchissement de ces intentions. Donc l'intention, ces franchissements, justement quand il s'agit de pathologie,
que là, on est dans la psychopathologie. Donc, ce franchissement peut donner cours à des actes intentionnels, chaotiques. Alors, quand on parle de l'acte, je ne peux pas ne pas l'associer au passage à l'acte. Alors, passage à l'acte, quand on parle de passage à l'acte, on l'associe a priori à quelque chose de négatif. Tout de suite, on pense au passage à l'acte, à une infraction. Mais la traduction anglaise du passage à l'acte, c'est acting out. Et là, je reprends Antoine Porot, qui justement préfère au passage à l'acte le terme de l'agir. Pourquoi on parle de l'agir? Pourquoi on va parler du passage à l'acte ou du acting out? C'est parce que justement, l'agir est un accomplissement, un franchissement de cette intention. C'est une réalisation pulsionnelle, détachée du refoulement, de cette intention inconsciente. Et donc, on est à ce moment-là dans le passage à l'action. Donc, c'est une extériorisation vers le réel. Alors, qui dit acte, dit comportement. Donc, et là, je vais vous parler un peu de ce qui se dit sur l'intention dans le champ de la psychologie du comportement. Alors, on sait très bien que la théorie, enfin le behaviorisme, rejetait la notion d'intentionnalité, donc d'intention. Et on va retrouver la question d'intentionnalité dans une psychologie beaucoup plus contemporaine et dans la psychologie expérimentale. Par exemple, en psychologie cognitive, l'intention va venir exprimer le caractère finalisé d'un comportement. C'est-à-dire qu'un émetteur, un sujet, un individu, connaît l'effet de ses actions sur le comportement du destinataire. Donc là, on est vraiment dans quand on parle, on dit connaît, c'est au niveau de la cognition, c'est-à-dire on est dans une production cognitive. Alors, plusieurs travaux en psychologie du comportement et en psychologie sociale aussi ont essayé de comprendre au mieux, pour ne pas dire mieux, le comportement humain en s'intéressant justement à la question de l'intentionnalité. Alors, par exemple, dans une théorie du comportement interpersonnel, on associe le comportement à 3 facteurs: à l'intention, à l'habitude et aux conditions qui vont faciliter ou au contraire empêcher tel ou tel comportement. L'intention pour cette théorie va être l'expression de la motivation à adopter. Alors que l'habitude, c'est une sorte d'automatisation d'un comportement. Et ce qui me semble intéressant et pertinent à soulever, c'est que la différence entre l'intention et l'habitude, alors l'intention précède le comportement. Alors que l'habitude, c'est un comportement qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire une répétition du comportement. Donc, on en arrive à une automatisation du comportement. Donc, l'intention va être définie toujours en psychologie du comportement, va être définie par des composantes cognitives, mais aussi affective et par l'attitude de l'individu, par les croyances normatives, par la croyance en l'existence de rôles sociaux à tenir, de convictions personnelles, de normes morales. Et la composante cognitive du comportement va être le résultat d'une analyse
bien sûr subjective des effets des comportements. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des avantages, des désavantages qui résulteraient de l'adoption d'un tel ou tel comportement. À savoir que le comportement est la production, le résultat d'une intention, qui serait une production cognitive. Donc, dans d'autres études, l'intention va être abordée différemment comme une représentation d'un but à atteindre, d'une représentation d'un contenu de pensée, d'une croyance, ou encore d'un désir au pluriel, et de contenu intellectuel. Donc, je vais vous parler d'une théorie que je ne connaissais pas. Ça m'a permis, moi aussi, de découvrir d'autres choses, ce qui se dit sur justement la question de l'intention. Toujours en lien avec la psychologie du comportement, c'est la théorie du comportement planifié, donc qu'on doit à Aschzen, j'espère que je le prononce correctement. Alors, cette théorie postule que le comportement humain, pour être effectif, doit d'abord être décidé, planifié, d'où théorie du comportement planifié. Donc, cette théorie du comportement va être composée de 5 éléments principaux. Donc, le comportement, l'intention, les attitudes, les normes subjectives, mais aussi ce qu'ils appellent la perception du contrôle perçu. Qu'est-ce que c'est ? La perception du contrôle perçu, c'est la représentation de la facilité ou de la difficulté perçue vis-à-vis de la réalisation du comportement. Autrement dit, c'est la perception qu'a l'individu de la faisabilité du comportement concerné. Donc pour cette théorie, le comportement est influencé de manière directe par l'intention et indirectement par la perception qu'a la personne de son contrôle sur l'adoption ou non de son comportement. Et à son tour, l'intention serait influencée directement par l'attitude, par la norme subjective du sujet et la perception du contrôle, c'est-à-dire des effets facilitateurs ou pas à la réalisation d'un tel ou tel comportement. Donc, pour ainsi dire, l'intention, pour la théorie du comportement planifié, est une variable antérieure au comportement. Elle est la représentation cognitive de la volonté de l'individu à réaliser un comportement donné. Ensuite, rapidement, je vais être très brève, j'ai été voir ce qui se disait aux côtés des neurosciences. Alors, pendant très très longtemps, à l'époque freudienne, on a rejeté cette théorie de l'inconscient. Les temps modernes, on a essayé de démontrer l'existence de l'inconscient. Et justement, les neurosciences viennent confirmer les hypothèses freudiennes, les travaux freudiens sur l'existence de l'inconscient. Alors, justement, l'intention dans les neurosciences. Les neurosciences vont dévoiler la naissance des intentions dans le cerveau par des imageries cérébrales et vont préciser ou tenter de préciser les conditions dans lesquelles on va en prendre conscience. On va prendre conscience de nos intentions. Alors, pour les neurosciences, une intention n'est pas un désir. Elle est à différencier, dissocier d'un désir. Et il semblerait aussi que l'intention, pour les neurosciences,
ne serait pas prémédité. Une intention serait une représentation mentale bien particulière, à la différence d'une perception qui se rapporte toujours à un fait réel. Une intention représente justement ce qui peut être possible. Donc on est dans le champ des possibles. À la différence d'un simple désir, elle engage obligatoirement l'individu dans la préparation de l'action, dans la préparation d'une action. Enfin, certaines intentions vont résulter d'une délibération consciente, préalable à l'action, tandis que d'autres intentions vont naître de manière inconsciente dans le feu de l'action. C'est-à-dire que l'action est déjà entamée, et pendant que cette action est en cours, ou ces actions sont en cours, on va avoir l'émergence de nouvelles intentions, à l'insu du sujet. Donc, pour les neurosciences, les intentions vont être d'abord inconscientes, c'est-à-dire on va en prendre conscience qu'après leur formation précoce. Autrement dit, la naissance de l'intention serait inconsciente. Et il existe un délai en dixièmes de seconde entre le moment où l'intention devient consciente et celui où l'action est réalisée. Donc pour les neurosciences, le lieu où a lieu l'émergence des intentions serait le cortex préfrontal. Donc pour les neurosciences, ce seraient les moyens mis en œuvre pour réaliser les intentions qui peuvent poser problème par leur effet secondaire. Et c'est ce qu'on retrouve généralement en psychopathologie, dans des passages à l'acte, c'est-à-dire dans un passage à l'acte en droit, comment on peut dire, délictueux, criminel, dans une infraction du code pénal, civil ou autre. Donc on voit bien, pour conclure, je vais essayer d'être très brève, pour conclure, on va retrouver des similitudes, et pour moi celle qui est pertinente, c'est que l'intention, pour toutes ces théories qui sont non exhaustives bien sûr, c'est la question de la représentation. Quand on parle d'intention, on est dans le champ de la représentation. Et pour revenir, parce que moi aussi j'ai une orientation et un référentiel théorique plus psychanalytique, j'en reviens à la question de l'inconscient. Et là, les représentations, beaucoup de représentations émergent de notre inconscient. Aussi, et je pense que ce sera, après je m'arrête, promis, la question de l'intention, on la retrouve dans plusieurs cultures. Si on doit questionner la question du transculturel ou de l'interculturel, on va retrouver la question de l'intention dans beaucoup de cultures. Par exemple, en Afrique, au Maghreb, on va justement retrouver cette question de l'intention, et en arabe, par exemple, l'intention se dit niya. Niya, c'est l'intention. Et pareil, on dit, j'essaye de traduire un proverbe en arabe en français, on dit, alors la traduction exacte serait, la traduction du sens serait c'est l'intention qui compte. Donc en fait, cette traduction se rapprocherait aussi à chacun ce qu'il a eu l'intention de faire, de dire, etc. Et sera, comment dire, jugé ou remercié selon cette intention qui reste bien sûr inconsciente, puisqu'il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas d'agir, il n'y a pas de franchissement dans le réel.
Et on le retrouve ça aussi dans beaucoup de religions, notamment dans les monothéistes. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant la manière dont vous avez développé ce sujet que j'ai envie de vous demander de reconfirmer certaines choses. Par exemple, ce que vous avez indiqué au niveau des neurosciences et qui peuvent intéresser notamment nos amis juristes, nos collègues qui n'ont pas forcément nécessairement compris ou entrevu cet aspect qui est particulièrement intéressant et passionnant, celui que vous venez de développer, regardez les neurosciences, et cette attention dissociée, cette dissociation de l'intention. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus, juste un instant, pour nous réexpliquer et que les choses soient bien acquises, parce que ça me semble un point central et très intéressant qui va venir au soutien des développements que nous allons faire après par la suite en matière civile, en matière pénale. Vous pourriez revenir là-dessus un instant. Avant de vous répondre, je vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez par dissociation de l'intention? Parce que pour moi, dissociation, c'est dans le registre de la psychopatho, donc des formations professionnelles. Non, j'en reviens simplement au discours que j'ai entendu tout à l'heure, où j'ai pas pu malheureusement noter la totalité des éléments très intéressants que vous avez pu développer. On parlait d'une dissociation de l'intention, que l'intention était inconsciente et que la naissance de l'intention serait inconsciente 1/10 de seconde entre le moment où l'intention devient consciente, etc. Cet élément-là qui me semble particulièrement intéressant et extrêmement précis, ce que vous avez développé. Alors, en effet, pour préparer cette intervention, j'ai dû aller ne pas me baser uniquement sur ce que je sais, ce que je connais, à savoir la théorie psychanalytique. J'ai été un peu voir, par curiosité aussi scientifique, voir ce qui se disait ailleurs. Et j'ai trouvé ça intéressant en tombant sur des articles en neurosciences. Malheureusement, j'aurais dû garder les références. Il a été démontré dans des études avec des imageries cérébrales auprès d'étudiants. On leur demandait, par exemple, alors qu'est-ce que j'avais lu? C'était de bouger la main ou le pouce de la main gauche pendant que je ne sais plus quoi. Et donc, on a montré que entre le moment où les étudiants bougeaient leurs doigts et la consigne entendue, il se passait un laps de temps. Et alors, il y a eu beaucoup d'autres expérimentations en neurosciences qui ont conduit justement à montrer qu'entre le moment de l'émergence de la pensée, par exemple bouger mon doigt, mon pouce, et le faire, il y a des dixièmes de seconde, il y a un laps de temps très très court qui se fait avant d'adopter un comportement, tel ou tel comportement. Et du coup, ils sont arrivés, alors là je fais des raccourcis, ils sont arrivés au postulat que ce qui serait inconscient, c'est pas l'intention elle-même, c'est sa naissance, c'est l'émergence de l'intention. Parce que quand on passe à l'acte, j'aime bien dire passer à l'acte parce que pour moi c'est au sens premier, donc l'agir, l'acting out. Donc quand on passe à l'acte, à ce moment-là, on a déjà pris conscience de notre intention de bouger le doigt, de saisir ce stylo. Enfin, donc c'est l'émergence de l'intention qui serait une forme de pensée, puisqu'il y a une représentation mentale, psychique, qui serait inconsciente. Absolument, mais c'est parfait. C'est très satisfaisant comme explication et ça nous renvoie à nous, et je vois aux réactions que je peux voir, effectivement à des conclusions et à des interrogations qui peuvent être purement de nature juridique. Vraiment, je vous remercie vraiment très sincèrement. Nos amis vous remercient de l'association pour votre intervention qui est vraiment très éclairante, très intéressant, et ça nous renvoie, nous pauvres juristes, à nos seules interrogations qui restent confinées à la procédure et à des choses finalement relativement inintéressantes. Johan, tu voulais poser une question ? Je vais peut-être poser une question dans la continuité de ce que vous venez de dire. À votre avis, est-ce que l'intention
peut se prouver ou alors est-ce qu'elle ne se présume seule? À votre avis, est-ce que l'on peut prouver l'intention? Démontrer l'intention. N'est-ce qu'une présomption? Oui. Difficile à dire. Ah non, je vais juste dire juste quelque chose en interlude. C'est simplement qu'il y a des méthodes de jurisprudence qui permettent de démontrer quels sont les éléments qui contribuent à démontrer une intentionnalité, une intention par rapport à une action préalable. Mais là, la question est plus profonde. Il peut y avoir des faits soudanisme, mais psychologiquement, oui. Pas juridiquement. Est-ce que psychologiquement on peut... Je pense que ça dépend. Je ne vais pas être très très claire dans ma réponse parce que on va être clair. On va nommer un chat un chat. Dans la transgression, dans le passage à l'acte au sens juridique, quand il y a intention, effectivement, on peut la démontrer, on peut la prouver. Après, ça dépend. Si on est confronté à un psychotique délirant, avec prouver son intention. Est-ce qu'il y a intention? Puisque dans la psychose, on est dans des productions, je fais référence au délire, on est dans des productions qui viennent de l'inconscient. Donc on est dans l'inconscient à l'état pur qui s'exprime, on est dans le pulsionnel. Est-ce qu'on peut à ce moment-là, c'est une question, ça peut être un sujet d'une autre conférence, c'est est-ce que justement, quand on est dans des productions délirantes, est-ce qu'on peut parler d'intention? Parce qu'il y a beaucoup, on a entendu, ayant travaillé en psychiatrie pendant une douzaine d'années, où quand il y a un passage à l'acte chez un patient souffrant de schizophrénie ou de psychose, il n'est pas responsable de ses actes. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Donc effectivement, nous, on voit un autre versant, une autre explication, une autre interprétation, et c'est le vécu aussi des soignants. C'est la personne qui est passée à l'acte, bien sûr c'est un acte, ce sont des actes souvent condamnables, qu'on ne peut pas cautionner, qui sont traumatiques, insupportables, innommables pour certains, mais il y a la pathologie derrière. On est dans le pathos, on est dans dans une logique de psychopathologie, on est dans la maladie. La personne, elle est délirante, elle est parfois hallucinée, et son passage à l'acte est pris dans un raptus anxieux, donc dans une espèce de décharge pulsionnelle. Alors il faut savoir aussi, parce que par association ça me fait penser à autre chose, dans le délire de persécution, quand un sujet est persécuté par les autres, en tout cas c'est son vécu subjectif, son ressenti subjectif, c'est qu'il attribue à l'autre, aux autres, des intentions négatives. Donc des fois c'est « je me défends », là je fais vraiment, c'est des raccourcis, c'est « je me défends contre l'autre qui me persécute ». C'est l'autre qui a des intentions négatives, mauvaises, envers moi. Donc pour me protéger, je me défends. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la paranoïa. Le délire de persécution paranoïaque, c'est l'autre qui a des intentions mauvaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci parce que vraiment, ça manquait et j'espère que vous allez en tirer tous de bonnes leçons. Essayez de sortir un peu des idées reçues et d'essayer de joindre à vos réflexions une réflexion qui pour une fois sera scientifique pour tous les juristes scientifiques qui se payent de mots. Là on est vraiment dans la scientificité, dans l'analyse pure. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois Madame Michi d'avoir bien voulu accepter de participer à notre conférence. Merci beaucoup.